Salut à toutes et à tous. Donc, la section la plus hot du cours, on va tracer des graphes de fonctions. Donc, c'est une section qui est très importante parce que ça fait intervenir quasiment tout ce qu'on a vu dans le cours. Donc, domaine d'une fonction, limite importante, première et deuxième dérivée avec leur tableau de signes pour l'accroissement et la concavité d'une fonction. Donc, grosse section, graphes de fonctions. Donc, je vais vous donner les étapes à suivre, pour tracer le graphique d'une fonction. Donc, le but, c'est de construire, le graphe d'une fonction en utilisant domaine, comportement de notre fonction au point frontière ouvert avec, bien sûr, les limites importantes et les tableaux des signes de f' et f''. Donc, voici les 7 étapes pour construire le graphe d'une fonction. Puis lorsque je vous demande de tracer le graphe d'une fonction, je m'attends que les 7 étapes soient suivies. C'est moi le chef, donc il faut suivre les 7 étapes dans l'ordre. Donc la première étape, c'est de calculer le domaine de la fonction f de x. Donc le domaine, c'est la première chose à faire. Il faut être capable de savoir où c'est que la fonction vit. Donc le domaine, extrêmement important. Puis bien sûr, une fois qu'on a le domaine, donc ça c'est quelque chose que j'essaie de promouvoir beaucoup dans un cours de calcul. Donc, dès qu'on a le domaine, à chaque point frontière ouvert correspond une limite importante à définir et à calculer. Donc, la deuxième étape, c'est justement d'étudier les comportements de f de x au point frontière ouvert du domaine avec les limites importantes. Donc c'est exactement la même chose qu'on a déjà vu à la section 2.5. Donc, on doit faire ça comme étant la deuxième étape. Puis normalement, dans cette étape-ci, c'est ici qu'on va déterminer si la fonction a des asymptotes horizontales, des asymptotes verticales ou des trous, des points ouverts. Donc, c'est une étape qui est extrêmement visuelle. Donc, tous les calculs typiquement mènent vers des trucs visuels. Donc, la troisième étape, c'est de calculer la première et la deuxième dérivée. D'une certaine manière, tu n'as pas besoin du domaine et des limites importantes. C'est quelque chose que vous pourriez calculer on the side, mais moi, je m'attends que ce soit la troisième chose que vous faites. Donc, calculer la première et la deuxième dérivée. Puis ensuite, avec la première et la deuxième dérivée, vous devez calculer les points critiques de f et de f'. Donc, faire attention quand je dis les points critiques de f ou f', c'est pas un typo, là. Donc, c'est quoi les points critiques de f? Mais c'est là où f' est égal à 0 ou f' est non défini. Puis c'est quoi les points critiques de f'? C'est lorsque la deuxième dérivée est égale à 0 ou la deuxième dérivée est non définie. Donc, autrement dit, on utilise les fonctions qu'on vient de fraîchement calculer à l'étape 3. Puis lorsque vous calculez les dérivées première et seconde d'une fonction, lorsque vous devez la tracer, c'est fortement recommandé que vous simplifiez vos dérivées parce que justement, vous allez utiliser ces dérivées-là pour trouver les points critiques et aussi pour construire leur tableau des signes correspondant. Donc, la cinquième étape, qui est l'étape la plus importante, c'est vraiment la portion, si on veut, centrale, le calcul des 7 étapes. C'est de construire le super tableau des signes de f' et f''. Donc, moi, la manière que je vais faire les tableaux des signes de f' et f', c'est en les combinant en un seul tableau. Vous pouvez, si vous voulez, construire 2 tableaux séparément, mais typiquement, ça va être plus de travail. Donc, moi, dans toutes les solutions que je vais vous présenter, je vais construire un gros super tableau des signes pour le signe de f' et f'' en même temps. Puis ensuite, ça c'est vraiment la portion super importante, c'est là que vous allez montrer si vous comprenez le lien entre le signe de la première et la deuxième dérivée et le comportement visuel de la fonction. Donc, vous devez traduire le tableau des signes en description visuelle. Donc, les intervalles d'accroissement, quand est-ce que la fonction est croissante ou décroissante. Les intervalles de concavité, donc quand est-ce qu'elle est concave vers le haut ou concave vers le bas. Et bien sûr, on va tout de suite avec le tableau des signes, le super tableau des signes, trouver max et min locaux et point d'inflexion, s'il y en a, bien sûr. Donc, l'étape 5, c'est vraiment l'étape centrale. Typiquement, dans une question de graphe de fonction, presque la moitié des points est attribuée à l'étape 5. Puis bien sûr, on peut pas faire l'étape 5 correctement si l'étape 3 et 4 n'est pas calculée correctement. Donc, une fois qu'on a le domaine, les limites importantes de calculer, le super tableau des signes de construire et de bien interpréter, là, on est presque prêt à tracer le graphe de la fonction. L'étape 6, c'est une étape préliminaire, juste pour nous mettre dans le mood, entre guillemets. Donc,
L'étape 6, c'est de calculer l'ordonnée des points importants. Donc, c'est quoi les points importants d'une fonction? Donc, tous les points qu'on a trouvés à l'étape 4, donc tous les points critiques qu'on a trouvés à l'étape 4 sont considérés comme étant des points importants. Donc, on a leur valeur de x, on doit simplement calculer leur valeur de y correspondante. Normalement, mais j'ai mis des étoiles pour ces étapes-là, dans le sens que s'ils sont pas mis, je vais typiquement pas pénaliser, mais si vous les mettez, le plus de points que vous allez avoir, le plus de chances que votre graphe va être bien sûr correct. Mais si 0 est dans le domaine, calcule la valeur à 0, donc ça donner l'ordonnée à l'origine, c'est quelque chose que vous devriez inclure. Ok, donc ça va bien sûr correspondre à quand est-ce que le graphique croise l'axe des Y. Puis si possible, mais encore une fois, c'est une étape facultative, là, si vous connaissez les valeurs de x qui rend la fonction égale à 0, donc si vous êtes capable de calculer les racines, donc tous les points où le graphe va croiser l'axe des x, c'est quelque chose que vous pouvez inclure aussi dans votre graphe. Mais vraiment, le plus important, c'est les points importants qui ont été trouvés au point 4. Si vous dessinez pas l'ordonnée à l'origine ou les racines, puis parfois sont de façon difficile à calculer, vous n'allez pas être pénalisé. Donc, c'est vraiment des étapes là, facultatives. Puis, la dernière étape, c'est de construire le graphe. Donc, puis lorsque vous tracez le graphe, donc on veut construire le graphe à l'étape 7, vous devez vous assurer que le graphe, bien sûr, contienne les points importants. Normalement, c'est la première chose que je dessine. Donc, on a des points de départ qu'on veut connecter ensemble. Donc, on met les points importants de l'étape 6 sur notre plan cartésien. Typiquement, ça va nous aider aussi à avoir une bonne échelle à utiliser pour notre graphique. Si à l'étape 2, on a trouvé des asymptotes verticales ou horizontales ou si vous avez trouvé des trous, mais vous dessinez ces choses-là en premier. Puis bien sûr, vous devez garder en tête le domaine de la fonction. Puis finalement, vous connectez toute l'information ensemble en utilisant le super tableau des signes qui nous donne l'accroissement, la concavité, les min-max locaux et les points d'inflexion. C'est très important que le graphe que vous dessiniez à l'étape 7 soit consistant ou compatible avec justement le domaine calculé. Ça, c'est extrêmement important. Les limites importantes que vous avez calculées au point 2 et le super tableau des signes. Donc, d'une certaine manière, à l'étape 7, on cherche pas le bon graphe. On cherche le graphe qui est justifié avec les étapes 1, 2 et 5. Donc, faut pas penser que les étapes 3, 4 et 6 ne sont pas importantes. L'étape 5 n'existe pas, en guillemets, si l'étape 3 et l'étape 4 ne sont pas faites correctement. Mais lorsque on corrige le graphe d'une fonction dans une évaluation, la première chose qu'on check, c'est est-ce que le graphe que vous avez dessiné a le même domaine qu'à l'étape 1? Est-ce que le graphe que vous avez dessiné reflète bien les limites importantes que vous avez calculées à l'étape 2? Et est-ce que le graphe, ça c'est ce qui est nouveau d'une certaine manière, est-ce que le graphe que vous venez de dessiner reflète bien l'accroissement, la concavité, les min et les max locaux et les points d'inflexion que vous avez trouvés à l'étape 5? Donc, la meilleure manière d'assimiler ces 7 étapes, c'est en faisant des exemples. Allons-y. Donc, allons-y avec un exemple. On va tracer le graphe de la fonction f de x, qui est x à la 5 moins 5x plus 1. Première chose, on calcule le domaine. Dans cet exemple ici, bien sûr, c'est un exemple pour se mettre dans le mot, entre guillemets, dans cet exemple ici, on a un polynôme, donc pas de division, pas de racine paire, pas de terme logarithmique. Cette fonction-là est définie partout. Donc, sur R, je vous conseille fortement de toujours écrire les domaines avec les intervalles pour bien visualiser les points frontières ouverts. Donc, R, c'est de moins l'infini à l'infini. Donc, j'ai 2 points ouverts. Donc, j'ai moins l'infini et j'ai bien sûr l'infini. Donc, ces 2 points ouverts-là vont correspondre à 2 limites importantes. Donc, à l'étape 2, mes 2 limites importantes, j'ai d'abord ma limite quand x tend vers moins l'infini, qui va être ma première limite importante, et j'ai ma limite quand x tend vers l'infini. Encore une fois, l'étape 2, lorsque vous avez trouvé les points frontières ouverts, prenez le temps de juste écrire, de définir les limites importantes sans rien calculer. La moitié des points qui sont attribués à l'étape 2, c'est juste sur une bonne définition des limites importantes qui sont liées avec votre domaine de votre fonction. Donc ici, j'ai 2 points ouverts, moins l'infini et l'infini, donc j'ai 2 limites à définir. Ensuite, on les calcule. Donc, des polynômes, c'est des fonctions algébriques. Aux infinités, on n'a même pas besoin de déterminer si c'est bad ou non. On y va directement. Donc, ma limite quand x tend vers moins l'infini de x à la 5 moins 5x plus 1. Le terme dominant, c'est bien sûr le x à la 5. Donc, ça va me donner la même chose que la limite quand x tend vers moins l'infini de x5,
Maintenant, je suis prêt, je remplace x par moins l'infini, je vais avoir moins l'infini à la 5, qui va me donner moins l'infini. Donc, je n'ai pas d'asymptote horizontale, mais faut quand même y penser. Moins l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma fonction va commencer en bas, OK, puis elle va se mettre à monter. Donc, même si vous obtenez des infinités, ça donne de l'information. Pour notre deuxième limite, quand x tend vers l'infini, de x5 moins 5x plus 1, la même chose. C'est la même algèbre. Ici, je garde mon terme dominant qui est encore, bien sûr, x5. Donc, j'ai ma limite quand x tend vers l'infini de x à la 5, qui va me donner infini à la 5, qui est égal à l'infini. Donc, pas d'asymptote horizontale non plus à l'infini, puis je sais que ma fonction va monter sans cesse. Okay? Donc, les infinités nous donnent de l'information. Petite remarque, lorsque vous avez le graphe d'une fonction polynomiale à tracer, il n'y aura jamais d'asymptote horizontale ou verticale. Okay? Donc, puis c'est des exemples, même si c'est des exemples de base, c'est des exemples qui sont très importants parce que c'est des exemples où ce qu'on peut vraiment vous tester sur les min, les max, puis les points d'inflexion. Donc, ils ont des belles shapes là, pour des évaluations sans avoir rien de compliqué à calculer. Donc, anyways, troisième étape, les dérivés. Donc, c'est ma belle fonction polynomiale, la dérivée de x5, ça va être 5x4. La dérivée de moins 5x, c'est moins 5. La dérivée de plus 1, c'est 0. Donc, voilà ma première dérivée. La deuxième dérivée, le 4 tombe en avant sur le 5, donc j'ai 20 x cube. Donc là, je calcule mes dérivés, je simplifie au besoin. Ici, il n'y a pas vraiment rien à simplifier, ils sont déjà pas mal simples. L'étape 4, qui est vraiment une étape là, qui est directement ensuite, mes points critiques, donc quand est-ce que f' est égal à 0. Bien sûr, je dois penser à quand est-ce que f' est non défini, mais c'est un polynôme, donc ça ne va jamais crasher. Donc, si il y a des points critiques, ils vont être de la forme f' est égal à 0. Donc, quand est-ce que 5x4 moins 5x4, voyons. OK. 5x4 moins 5 est égal à 0. Donc, ça va être quand 5x4 va être égal à 5. Donc, quand x4 est égal à 1, si je divise par 5 de chaque côté, puis lorsque je prends la racine quatrième, qui est une racine paire, ça va me donner plus ou moins la racine quatrième de 1, donc qui va me donner plus ou moins 1. Donc, 2 points critiques pour f, lorsque f' est égal à 0, à plus et moins 1. Donc, pour les points critiques de f', je regarde quand est-ce que f'' est égal à 0, donc quand est-ce que 20x cube est égal à 0. Si je divise par 20, je fais la racine cubique, il n'y en a rien qu'une. Il y a juste une solution quand x est égal à 0. Donc, j'ai juste un point critique pour f', lorsque f'' est égal à 0, qui va être lorsque x est égal à 0. Donc, en tout, j'ai 3 points importants, moins 1 et 0. Donc, maintenant, on passe à l'étape 5, qui est la grosse étape. Okay? Donc, l'étape la plus importante. Donc, j'ai trouvé 3 points importants à l'étape 4, plus ou moins 1 et 0. Donc, mon super tableau des signes, c'est un tableau des signes qui contient une rangée pour x, une rangée pour le signe de f', une rangée pour le signe de f'' et une rangée pour l'interprétation visuelle sur f de x. Donc, moi, je vais toujours dessiner un gros œil, là, f de x, pour qu'est-ce que ça veut de l'air, qu'est-ce que ça a de l'air dans mes yeux, là, OK? Ce gros tableau des signes-là. Donc ici, je prends mes 3 points importants, plus ou moins 1 et 0, et je divise mon super tableau des signes en les mettant en ordre croissant. Donc, mon premier point important, c'est moins 1, ensuite c'est 0, et ensuite c'est 1. Les intervalles entre vont être de moins l'infini à moins 1, de moins 1 à 0, de 0, de la misère, OK, de 0 à 1 et finalement de 1 à l'infini. Donc, j'ai divisé mon super tableau des signes avec les 3 points importants que j'ai calculés à l'étape 4. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois remplir le tableau des signes avec mon super tableau des signes là avec ma première rangée. Donc ici, même si ça crée beaucoup de divisions parce que je regroupe tous les trucs, il faut penser que la raison pourquoi que moins 1 et 1 sont là, c'est parce que la première dérivée est égale à 0. Donc, moi, j'aime mettre là, tout de suite des zéros ou des non définis dans les cases appropriées. Puis la raison pourquoi que 0 est là, c'est parce que la deuxième dérivée est égale à 0. Donc, lorsque j'ai à remplir mon tableau des signes, même s'il y a plein de carrés, vraiment pour le signe de f', j'ai juste besoin d'évaluer avant moins 1, entre moins 1 et 1 et après 1. Donc, si je prends une valeur avant moins 1, donc, si supposons que je prends moins 2, si je fais moins 2 à la 4 fois 5, moins 5, vous pouvez vérifier que ça va donner quelque chose de positif.
Si vous prenez une valeur entre moins 1, disons 0, donc 0 à la 4 fois 5, moins 5 va donner moins 5, va être négatif. Donc, ici, en une seule évaluation, que je sais que c'est des moins partout, puis bien sûr, au pire, si vous y pensez pas, puis vous évaluez 3 fois, vous allez trouver 3 moins. Ok, mais entre les points critiques, il devrait y avoir juste un signe, puisque ces fonctions-là sont tous continues. Puis ensuite, après 1, si je prends 2, ben 2 à la 4 fois 5 moins 5, ça va être positif à nouveau. Donc ici, en 3 évaluations, avant moins 1, entre moins 1 et après 1, j'ai le tableau des signes pour f' de fait. Puis ensuite, pour la deuxième dérivée, même s'il y a 6 petits carrés, ok, j'ai juste un point critique, j'ai juste une racine pour f''. Donc, j'ai besoin d'évaluer une fois avant 0 puis une fois après 0. Donc, par exemple, si je prends moins 1 à la 3, là, je suis bien sûr la deuxième dérivée, moins 1 à la 3 fois 20, ça va être négatif. Donc, je sais que c'est négatif partout avant. Donc, ici, d'un seul shot, j'ai mes 3 négatifs. Et maintenant, si je prends une valeur après 0, donc que je prends 1 à la 3 fois 20, ça va être positif. Donc, j'ai des plus partout après. Donc, en 2 évaluations, j'ai mon tableau des signes pour f'. Donc, ici, la raison pourquoi qu'on les groupe, par contre, c'est voilà, tu dessines bien les plus puis des moins, ça a l'air plus compliqué, c'est que là, maintenant, en un seul shot, okay, je peux avoir la shape de ma fonction qui va inclure l'accroissement et la concavité en même temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Supposons que je veux maintenant déterminer qu'est-ce qui se passe entre moins l'infini et 1. Donc, je vais vraiment travailler sur mes intervalles. Donc, entre moins l'infini et moins 1, ma fonction est quoi? Ben, ma fonction est d'abord croissante. Donc, je sais que ma fonction est croissante. Donc, moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est commencer avec l'accroissement. Donc, je me mets les petits points que je vais effacer tantôt, ou il y en a qui vont faire une petite flèche. Puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rajouter la concavité. Donc, de moins l'infini à moins 1, à cause du plus dans le signe de f', je sais que ma fonction va monter, mais j'ai que le signe de f'' est négatif, donc je dois dessiner quelque chose qui est concave vers le bas. Donc, voilà une flèche qui est croissante, concave vers le bas. Ensuite, de moins 1 à 0, donc je fais vraiment mes intervalles en premier. J'ai une fonction qui est où ce que le signe de f' est négatif, donc ma fonction est décroissante, donc je sais qu'il faut qu'elle descende. Puis il faut que la concavité, donc ce que je regarde le signe de la deuxième dérivée qui est encore négative, elle doit être aussi concave vers le bas. Donc voilà une flèche, qui est là la shape de ma fonction, une fonction qui est décroissante, toujours concave vers le bas. Puis là, bien sûr, normalement, une fois que j'ai travaillé sur 2 des intervalles, le point qu'on a tourné autour, donc autour de moins 1, je peux voir qu'est-ce que ça a l'air, qu'est-ce qui se passe à moins 1. Bien, à moins 1, je suis au top d'une petite montagne. J'ai vraiment l'exemple d'un maximum local. Donc ici, je classifie qu'est-ce qui se passe à ce point-là. Donc, ma fonction est croissante concave vers le bas jusqu'à un maximum local à moins 1, puis ensuite est décroissante concave vers le bas. Donc, mon prochain intervalle, qui est de 0 à 1, ma fonction est toujours décroissante, donc elle va continuer à descendre, sauf que, donc toujours décroissante, donc elle continue de descendre, sauf que maintenant, ma fonction va être concave vers le haut. Donc, toujours décroissante, mais concave vers le haut. Donc, voilà une flèche qui est décroissante, concave vers le haut. Donc, qu'est-ce qui se passe à 0? La fonction est décroissante, right true, mais j'ai un changement de concavité, donc j'ai un point d'inflexion. Donc, j'écris mon point d'inflexion. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui se passe à 0. Puis, finalement, après 1, ma fonction est croissante à nouveau, à cause du plus dans la première dérivée, pour la première dérivée, mais et elle reste concave vers le haut à cause du plus de la deuxième dérivée. Donc, voilà une flèche qui est croissante concave vers le haut. Donc, qu'est-ce qui se passe à 1? Tu es dans le fond du bol. OK. Tu as un minimum local. Yeah! Donc vraiment, là, c'est fort, là, le tableau des signes. On voit déjà la shape, là, donc croissant concave vers le bas jusqu'à moins 1, où on va avoir un maximum local qui va ensuite être décroissant concave vers le bas jusqu'à 0, qui va ensuite continuer à décroître, mais concave vers le haut. Donc 0 va être un point d'inflexion. Donc on va descendre jusqu'à un minimum local à 1, puis ensuite notre fonction va monter à nouveau concave vers le haut. Puis il y a une chose que vous pourriez rajouter, c'est un peu facultatif, mais que vous pourriez rajouter juste pour voir qu'est-ce qui se passe avec les limites importantes. Donc, on a vu que notre limite à moins l'infini, c'était moins l'infini. Puis je le vois, là, la flèche là part de moins l'infini. Puis on a calculé que la limite à l'infini, c'est l'infini qui marche aussi. Là. Donc, on voit que nos flèches qu'on a dans notre super tableau des signes vont être compatibles avec les limites importantes qu'on a calculées à l'étape 2. Donc, c'est pas obligé de l'écrire, mais normalement, si on fait des petites erreurs de signes ou des petites erreurs dans nos limites,
déjà, on devrait être capable là, de trouver des contradictions dans nos calculs pour nous permettre justement d'identifier que c'est qu'on a fait de wrong. Donc, on a quasiment tout en place. Maintenant, juste une étape préliminaire. Donc, je vais évaluer ma fonction au point important, donc à moins 1, 0 et 1. Donc, juste dans ma fonction f, lorsque vous remplacez x par moins 1, ça va vous donner 5. Lorsque vous remplacez x par 0, ça va vous donner 1. Lorsque vous remplacez x par 1, ça va vous donner moins 3, excusez. Donc, moins 3. Donc, on a... puis là, bien sûr, si on passe aux autres points, ben, notre ordonnée à l'origine, on l'a déjà. Une fonction de degré 5, quand est-ce que c'est égal à 0? Trop compliqué. OK, donc on ne va pas s'inquiéter avec les racines. Donc ça va être 3 beaux points de départ pour nous. Donc maintenant, allons tracer le graphique de notre fonction. Donc juste une petite remarque, lorsque vous avez à tracer vous-même votre fonction, il faut que vous faites votre propre échelle. Ici, je vois que mes valeurs de x varient entre moins 1 et 1. Donc notre axe des x doit bien contenir, OK, nos x qui sont importants, nos coordonnées x de nos points importants. Puis on voit que les y varient entre moins 3 et 5. Donc, on doit avoir une échelle de y qui va contenir, OK, les valeurs moins 3 à 5. Donc ici, moi, bien sûr, j'ai déjà, donc à l'étape 7, j'ai déjà mes axes des x, où ce que j'ai déjà dessiné mes 3 points importants, moins 1, 5, 0, 1 et 1, moins 3. Puis ensuite, qu'est-ce que je dois faire? C'est connecter, OK, connecter ces points-là avec, bien sûr, on les connecte pas là comme dans un carrier à colorier où on doit juste lier les points, puis on espère que notre girafe soit pas trop laide. Là. Donc ici, il faut connecter ces points-là avec le super tableau des signes. Donc j'ai une fonction qui doit être croissante, concave vers le bas jusqu'à moins 1, puis ensuite décroissante, concave vers le bas jusqu'à 0. Ensuite, entre 0 et 1, la fonction doit être toujours décroissante, mais concave vers le haut. Puis finalement, de 1 à l'infini, la fonction doit être croissante et concave vers le haut. Donc là, pouf, OK, voilà mon graphique qui va avoir exactement la shape que j'ai besoin. Donc, croissante, concave vers le bas, décroissante, concave vers le bas, croissante, concave vers le haut, excusez, toujours décroissante, concave vers le haut, et finalement croissante, concave vers le haut. Donc, ici, j'ai la bonne shape pour ma fonction. Donc, c'est ma réponse, mais moi, je vous conseille fortement, OK, une fois que vous avez votre graphique de tracé, de réfléchir, OK, de réfléchir à est-ce que ce graphique-là a le domaine calculé à l'étape 1, est-ce que les limites importantes à l'étape 2 sont reflétées dans ce graphe-ci, puis est-ce que la shape, OK, du graphe qu'on a donné est bien correcte. Bien sûr, ici, mon graphique, je l'ai dessiné d'un seul trait, OK, donc c'est une fonction qui est continue, il n'y a pas d'asymptote verticale, pas d'asymptote horizontale, je vois que le domaine, OK, c'est tout, il n'y a pas de trou, donc je suis bien content. What about les limites importantes? Mais les limites importantes, qu'est-ce qu'on a trouvé? Bien, la première limite importante, on avait moins l'infini, donc ce graphe-là s'en va vraiment vers le bas à moins l'infini. Puis la deuxième limite importante, ça nous avait donné l'infini. Donc ce graphique-là a aussi cette propriété-là. Donc ici, mes limites importantes au point 2 sont bien respectées. Pour la shape, je l'ai déjà dit tantôt, mais clairement, mon graphe, je le vois là, croissant jusqu'à moins 1, décroissant de moins 1 à 1, puis croissant de 1 à l'infini. Donc c'est consistant ou compatible avec le tableau des signes de f'. Je vois qu'il y a un max local à moins 1, qu'il y a un min local à 1, encore une fois, compatible avec l'interprétation visuelle de ces points-là dans mon super tableau des signes. Je vois que ma fonction est concave vers le bas de moins l'infini jusqu'à 0, puis ensuite est concave vers le haut de 0 à l'infini, qui est compatible avec les signes du tableau des signes de f'', puis je vois que ma fonction a un point d'inflexion à 0 qui est compatible avec l'information qu'on a déduit dans le super tableau des signes. Donc, toujours prendre une pause, regardez votre graphique, assurez-vous que le domaine, les limites importantes puis le super tableau des signes soient bien reflétés dans votre graphe. On ne cherche pas le bon graphe à l'étape 7, OK? On cherche le graphe qui est supporté par les étapes 1, 2 et 5. OK? Donc, si vous faites des erreurs dans ces étapes-là, 1, 2 ou 5, vous allez pénaliser dans ces étapes-là. Mais si vous avez le bon graphe à l'étape 7, donc le bon graphe qui est le graphe de F, mais qui contredit vos étapes qui sont incorrectes, mais vous allez le pénaliser à nouveau. Donc, faites bien attention, le graphe doit être compatible avec vos trucs calculés 1, 2 et 5. OK? C'est super important. All right. Donc, un bon exemple de fait. Fait un bon gros vidéo, là. Donc, that's it. That's all pour la première partie sur
cette section-là, bien sûr, c'est la première partie de plusieurs. OK, donc, on va faire d'autres exemples là, dans les prochaines vidéos. OK, bye bye là.